Afin de mieux comprendre la communication, pour pouvoir l'améliorer, il y a toujours la possibilité, pour tout ce que nous vivons, de le décomposer en 3 dimensions. C'est ce que nous allons voir dans ce diaporama. Afin de prendre connaissance et de comprendre les écrits qui sont sur ces diapositives, vous pouvez mettre parfois la vidéo sur pause. Ensuite, vous pourrez alors désormais aborder les autres diaporamas disponibles sur ce site. Sur la communication non violente, comme le disait Marshall Rosenberg, afin de se rendre la vie plus belle et faire vivre l'élan de vie qui est en chacun de nous. Puis, sur le processus de médiation, qui permet la résolution des conflits, afin de rétablir la qualité relationnelle et la capacité des personnes à exercer librement leur pouvoir de décision. C'est ainsi que Jean-Louis Lascaux la conçoit. Et enfin, sur la construction d'équipe, afin de vivre la cohésion et la cohérence pour une équipe plus performante. Dans la communication, il y a toujours, pour chaque personne, la réception de quelque chose, un traitement de cette chose à l'intérieur de la personne, puis l'émission de quelque chose. Nous percevons avec nos 5 sens: l'ouïe, l'odorat, le toucher, la vue et le goût. Ce que nous recevons avec nos 5 sens, ce sont des gestes, des regards, des paroles, des informations, des attitudes, des stimulus, des injonctions, des événements, des situations, etc. Cela provoque quelque chose en nous, au niveau de notre corps, notre esprit, notre cœur, un ressenti, une réflexion, un raisonnement, un questionnement, de façon plus ou moins consciente. Puis, à notre tour, nous émettons une réponse, une attitude, une réaction ou une non-réponse. Ceci est vrai pour toute situation et pour toute personne lorsqu'elle communique. Il y a toujours la réception de quelque chose, le traitement de cette chose et l'émission d'une autre chose. Ce schéma peut aider chacun à comprendre ce qui se passe en nous lors d'une relation. Et donc, ce schéma est au cœur de la communication non violente et de la médiation afin d'aider les personnes à comprendre ce qu'elles vivent. La réception, c'est ce qui est reçu depuis l'extérieur de la personne. Le traitement, c'est ce qui se joue à l'intérieur de la personne. Et l'émission, c'est ce que transmet la personne. Ce schéma est universel. Il concerne aussi bien tous les aspects de la personne humaine que les groupes humains. Ainsi, ce schéma peut également s'appliquer à une entreprise. Il y a ce qui fait l'entreprise, c'est tout ce qui est nécessaire à la bonne marche de l'entreprise. La finance, l'encadrement, les règles, les ressources, le marché, l'économie, le droit du travail, les clients. Il y a ceux qui font l'entreprise, les dirigeants, les administrateurs, les salariés, les bénévoles, les associés. Leurs caractéristiques peuvent varier selon la forme juridique de l'entreprise. Et il y a ce que fait l'entreprise, c'est-à-dire ce qu'elle produit. Et ce schéma s'applique également à une équipe. Il y a ce qui fait l'équipe, les règles, l'environnement extérieur, le statut juridique, l'appartenance à une institution, les ressources. Il y a ceux qui font l'équipe, c'est-à-dire les membres de l'équipe, et il y a ce que fait l'équipe, c'est-à-dire ce qu'elle produit. Ainsi,
Que ce soit pour une personne ou pour un groupe, pour une entreprise ou une équipe, ce schéma peut être utile afin de comprendre le fonctionnement, analyser les dysfonctionnements et ainsi permettre plus d'harmonie et de productivité à tous les niveaux. Il faut bien le noter, que ce soit au niveau d'un groupe ou au niveau d'une personne, nous avons très peu de pouvoir sur ce qui est reçu, sur ce qui nous est donné de l'extérieur. Cependant, nous avons du pouvoir sur la façon dont on le reçoit et le traitement interne que l'on en fait. Nous avons également du pouvoir sur ce que nous transmettons à l'extérieur, ce que nous produisons. Pour qu'une équipe soit performante, il faut qu'elle soit en cohérence avec son environnement, c'est-à-dire avec tout ce qu'elle reçoit de l'extérieur. Il faut de la cohésion entre ses membres. Cohérence et cohésion conditionnent la production, l'efficacité, la performance de l'équipe. Si cela vous intéresse, vous pourrez vous rendre sur le chapitre qui concerne la construction d'équipe. Mais revenons à la personne et à la communication non violente. Nous avons des besoins à satisfaire et nous avons des émotions. Tout se joue au niveau de notre cerveau, de notre corps et de notre cœur. Ce que nous recevons satisfait plus ou moins nos besoins et provoque en nous des émotions, des ressentis. De là dépend notre attitude, notre réponse ou notre non-réponse. Si ce que nous recevons satisfait nos besoins, notre ressenti sera agréable. Joie, bonheur, paix, douceur. Si ce que nous recevons ne satisfait pas nos besoins, notre ressenti sera difficile. Tristesse, colère, peur, angoisse, dégoût. La réponse apportée sera fonction de ce ressenti. Nous sommes là au cœur de la communication non violente. Encore une fois, ce schéma aide à comprendre ce qui se joue dans la relation. Si vous vous intéressez à la communication non violente, rendez-vous au chapitre correspondant. Si mon besoin est satisfait, je vais émettre une attitude positive. Cela va se traduire sur mon visage, dans mes gestes, dans mes paroles. Je serai paisible, détendu, souriant. Je parlerai avec douceur. Alors il y a des chances pour que les besoins de l'autre personne soient satisfaits également. Par contre, si mon besoin n'est pas satisfait, et que je suis triste ou en colère, par exemple, cela va se traduire également dans mon attitude. Je vais peut-être froncer les sourcils, faire des reproches, me plaindre, hausser la voix, ou même faire preuve de violence verbale ou physique. Ou bien alors je ne vais pas répondre, je vais m'isoler et me couper de la relation. Alors il y a de fortes probabilités pour que les besoins de l'autre personne ne soient pas satisfaits non plus. Sauf si j'arrive à prendre conscience de la situation et transformer mon attitude pour qu'elle soit positive, afin de satisfaire le besoin de l'autre partie. Je ne vais pas répondre à la violence par la violence. C'est ainsi que l'on peut transformer une relation, résoudre un conflit, adopter une attitude non violente, afin de rétablir une qualité relationnelle. Mais pour cela, nous devons comprendre ce qui se passe dans la relation. Et c'est bien là le but de ce diaporama. Comprendre ce qui se passe en nous et dans nos relations. Ceci nous amène à un nouveau schéma à 3 dimensions lui aussi. Il résume toute notre vie et toutes nos relations. Mieux connaître afin de mieux comprendre et afin de mieux agir.
Plus je me connais, plus je connais autrui, plus je connais ce qui se passe dans une relation, mieux je peux me comprendre moi-même, comprendre les autres, comprendre ce qui se passe dans notre relation, et donc mieux agir en toute connaissance de cause. Ainsi, pour bien communiquer, cela demande un apprentissage. C'est ce qui peut nous faire dire la communication, la paix, ça s'apprend comme le foot ou comme les maths. Et donc, la paix, avoir une relation de qualité, ce n'est pas inné, cela s'apprend comme le foot ou comme les maths. Connaître, c'est du domaine de la réception, de l'observation, de la mémorisation. C'est ce que l'on reçoit du monde extérieur. Connaître, c'est également toutes les expériences que l'on a vécues, tout ce que l'on a appris depuis notre enfance. Littéralement, cela veut dire naître avec. Comprendre, c'est ce qui se passe à l'intérieur de moi. Me comprendre moi-même, comprendre les autres, comprendre comment ça fonctionne, comprendre les causes et les conséquences. Littéralement, on pourrait dire que c'est prendre avec soi. Connaître et puis comprendre, c'est ce qui nous permet d'agir en toute liberté et en connaissance de cause pour établir ou rétablir une relation de qualité. Connaître, comprendre et agir, cela correspond aux trois dimensions de notre être, le cerveau, le cœur et le corps. Et il se trouve qu'en langue anglaise, ce sont les trois H, Head, Heart and Hands, avec les mains qui représentent le corps. Le dessin en haut à gauche illustre le fait que l'espace est à trois dimensions, longueur, largeur, hauteur. À ce stade, nous pouvons comprendre que la réalité humaine se décompose toujours, elle aussi, en trois dimensions. Ceci est universel. Prenons quelques instants pour repérer ces trois dimensions sur chaque diapositive. Ce modèle théorique et pédagogique à trois dimensions peut nous aider à comprendre ce qui se joue en nous et dans nos relations, que ce soit au niveau individuel ou au niveau collectif, pour une personne aussi bien que pour une équipe. Pour les philosophes, cela rejoint le triangle rhétorique initié par Aristote, qui décrit les trois moyens de persuasion pour emporter l'adhésion d'un auditoire. Le logos, argumentation rationnelle et logique, le pathos, les émotions que l'on cherche à susciter, et l'éthos, pour inspirer le respect et la confiance. Voici également le modèle SIC, structure et interaction en communication, proposé par Jean-Louis Lascaux, qui rejoint notre schéma de départ, avec les trois verbes qui jalonnent notre existence humaine, savoir, être et faire. Jean-Louis Lascaux a développé la médiation professionnelle au sein de l'école professionnelle de la médiation et de la négociation. Donc, à chacune des dimensions, réception, réflexion, expression, on peut associer les verbes avoir, être et faire. En médiation, pour résoudre un conflit, on recherche les causes du conflit. Il y en a trois. Ce qui entretient le conflit, ce sont les prêts d'intention, les jugements et les contraintes. Pour que cela puisse faire l'acronyme PIC, P-I-C, on a remplacé jugement par interprétation.
Le prêt d'intention est plutôt lié à la pensée. Par exemple, je pense que tu ne veux pas faire d'efforts. Le jugement est plus lié à la parole. Par exemple, tu es un menteur. La contrainte est plutôt liée à l'action. Tout ceci est développé dans le chapitre sur la médiation que vous pourrez trouver sur le site communiquer.org. Nous venons de voir qu'il y a les pics, jugement, prêt d'intention, contrainte. Et il y a aussi les difficultés qui sont à l'origine de ces pics. L'ignorance, tout ce qu'on ne connaît pas à propos du conflit. La confusion, tout ce que nous ne comprenons pas, ce qui se joue en nous, ainsi que le fait que nous ne comprenons pas autrui. Et enfin les maladresses, c'est-à-dire tous les actes qui sont posés et qui enveniment toujours un peu plus la relation. Encore une fois, tout se joue au niveau de ces trois dimensions: connaître, comprendre, agir. Voyons maintenant l'analyse transactionnelle. C'est un outil pour mieux comprendre comment nous communiquons en observant les différents états du moi qui s'expriment dans nos relations, parents, adultes, enfants. Nous ne développerons pas plus précisément cet outil, ce serait trop long. Retenons simplement les états du moi dont l'enfant a besoin pour croître harmonieusement. L'autorité du parent normatif, l'amour du parent nourricier, ce qui permet à l'enfant d'être libre et de développer sa croissance et sa créativité. Bien entendu, ces fonctions d'autorité et d'amour sont des fonctions symboliques qui ne sont pas forcément attribuées au père ou à la mère. Chaque parent pouvant jouer ce rôle. On peut le détailler plus précisément. Nous avons besoin de suffisamment de protection pour être en sécurité et de permission pour être soi-même. Cela nous donne de la puissance pour agir. Il est fondamental que la personne se sente en sécurité. En conséquence, la protection est première. C'est elle qui rend possible la permission. Ce schéma peut s'appliquer à l'éducation et à la vie en groupe, ainsi qu'à toutes les situations humaines. Ces valeurs sont essentielles afin de conduire les personnes à l'autonomie. Et lorsque l'un de ces trois éléments manque, on risque davantage de glisser dans des relations toxiques, des jeux psychologiques. Il est particulièrement important de développer cela dans toutes nos relations, et notamment dans la vie d'équipe et dans la vie d'entreprise. Nous reverrons cela dans le chapitre sur la construction d'équipe. Certains en ont déduit le fameux triangle dramatique ou triangle de Karpman. Lorsqu'il y a abus de pouvoir, ce qu'on appelle une relation toxique, il peut s'installer une triangulation et les rôles peuvent parfois s'inverser entre persécuteurs, sauveurs et victimes. Mais ce n'est pas automatique. Très utilisé autrefois dans les formations, il est aujourd'hui à relativiser. Voyons maintenant les trois étapes de l'apprentissage. Nous retrouvons ces trois dimensions dans l'ordre: connaître, puis comprendre, puis agir. Et ceci est vrai pour toutes les formes d'apprentissage, en y incluant également la recherche scientifique. Lorsque nous apprenons quelque chose, nous le recevons de l'extérieur de nous-mêmes. C'est la phase de réception. Puis nous le traitons à l'intérieur de nous-mêmes, c'est-à-dire nous le faisons nôtre. C'est le traitement que nous en faisons avec notre cœur, notre intelligence, notre mémoire. Et puis nous agissons en conséquence. Nous émettons quelque chose, c'est-à-dire que nous le confrontons à la réalité extérieure.
Cette action, cette émission, est le fruit de notre connaissance et de notre compréhension des choses. Et nous pouvons maintenant rajouter une flèche, car cette action, on pourrait dire cette confrontation au réel, va venir augmenter notre connaissance de départ, et ainsi de suite. Nous pouvons dire que nous confrontons la théorie à la pratique, et que la pratique vient enrichir notre théorie. Et cette démarche, nous l'avons faite depuis notre plus tendre enfance, dans tous nos apprentissages. Et donc, c'est vrai également pour apprendre à communiquer. En l'occurrence, ce qui nous intéresse plus particulièrement ici, c'est d'apprendre la communication non violente et le processus de médiation. Ce schéma, cette compréhension des choses, s'applique non seulement lorsque nous sommes nous-mêmes élèves, mais il sert également lorsque nous sommes professeurs et que nous voulons améliorer notre pratique pédagogique. Cependant, notre condition humaine nous impose de relativiser tout cela. Dans tout ce qui est humain, il y a une part d'inconnu, de mystère, d'incertain. Albert Einstein a formidablement illustré cette part de mystère par cette phrase humoristique: la théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi. Ceci est vrai également pour la communication, il y a toujours une part d'inconnu. Cette démarche de mise en pratique de nos connaissances peut également nous amener à nous évaluer. Par exemple, à l'issue d'une formation, ces questions sont très souvent posées. Qu'ai-je appris ? Qu'est-ce que j'ai compris ? À quoi je me sens invité ensuite ? Ces trois questions peuvent être utiles aussi bien pour le professeur que pour l'élève. Si nous reprenons ce schéma, nous pouvons également l'appliquer à toute recherche personnelle ou même à la recherche scientifique. En effet, pour avancer dans la connaissance et dans le développement humain, que l'on appelle parfois développement personnel, nous passons également par ces étapes. Nous sommes confrontés au monde extérieur, puis cela nous fait vivre intérieurement certaines choses au niveau de la raison ou des émotions, puis nous agissons en conséquence, ce qui nous amène à élargir notre connaissance. Dans la recherche scientifique, la démarche est semblable. Nous essayons de comprendre le fonctionnement, nous faisons des hypothèses, nous les mettons à l'épreuve de la réalité par l'expérimentation ou par une enquête sur le terrain, puis nous évaluons les résultats, ce qui augmente nos connaissances, et ainsi de suite. Dans toute démarche de recherche, d'augmentation de nos connaissances et de nos compétences, ou de développement personnel, nous passons souvent par une première phase dans laquelle nous avons des croyances, des idées reçues, des préjugés. Nous croyons savoir. Cette première phase, nous pourrions l'appeler « je ne sais pas que je ne sais pas ». Et puis, il y a une prise de conscience lorsque nous sommes confrontés à la réalité. Gaston Bachelard, philosophe des sciences, écrivait « Le cerveau est l'obstacle à la pensée scientifique. Il faut penser contre le cerveau. Il faut se méfier de ses intuitions et lutter contre les biais naturels de la pensée. » Cette deuxième phase, on peut l'appeler « je sais que je ne sais pas ». C'est une étape qui peut être douloureuse. Alors vient l'étape de l'apprentissage proprement dit, étape de travail, de recherche, de construction. Et au terme de cette troisième phase, on peut dire « je sais que je sais ». Cela nous conduit à la dernière étape. Je ne sais pas que je sais. J'ai complètement intégré,
Ce que j'ai appris devient naturel, un automatisme, au point que je n'ai plus besoin de réfléchir, plus besoin de fournir des efforts. Malgré tout, il faut rester vigilant, car on peut avoir tendance à croire qu'il n'est plus besoin d'apprendre. Il y a une forme de paradoxe, car pour savoir que l'on est incompétent, il faut être compétent. Les moins compétents peuvent surestimer leurs compétences parce qu'ils ne savent pas qu'ils ne savent pas, alors que les plus compétents ont tendance à sous-estimer leurs compétences parce qu'ils ne savent pas qu'ils savent. Nous pouvons prendre l'exemple de l'apprentissage du ski. Lorsque j'observe un skieur, je peux avoir l'impression que ce n'est pas très difficile. Je ne sais pas que je ne sais pas. Et lorsque je monte sur des skis pour la première fois, je me rends compte que je dois tomber très souvent pour apprendre. Je sais que je ne sais pas. Alors j'apprends à skier en réfléchissant à tout ce que je dois faire pour enchaîner les virages. Je sais que je sais. Et lorsque je maîtrise le ski, je n'ai même plus à réfléchir, c'est devenu un automatisme. Je ne sais pas que je sais. Ceci est vrai pour toutes les formes d'apprentissage, et donc c'est vrai également pour apprendre la communication. Bravo et merci à vous. Vous êtes arrivés au terme de ce diaporama qui pose les bases de l'apprentissage de la communication. Toute notre vie, nous sommes quotidiennement familiers de cet univers à 3 dimensions: connaître, comprendre, agir, sans même parfois nous en rendre compte. C'est en prenant conscience que nous pouvons analyser et comprendre ce qui se passe en nous afin de vivre une meilleure qualité relationnelle. Vous pourrez désormais aborder les autres diaporamas disponibles sur ce site, sur la communication non violente, sur la médiation professionnelle et sur la construction d'équipe. À bientôt.